Très heureuse, mesdames et messieurs, de vous retrouver pour la voix de la diaspora. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir un nouveau candidat à la présidentielle, Rex Kazadi. Avec lui, nous allons, comme à l'accoutumée, débattre de l'actualité, évidemment, de sa candidature. Rex Kazadi, très heureuse d'être avec vous depuis Paris. Merci de l'invitation. Je vous en prie. Rex Kazadi, on a appris depuis ce matin que vous avez postulé pour la présidence de la République. Vous avez vraiment visé très haut. Alors, la toute première question, qui est derrière Rex Kazadi? Et deuxièmement, pourquoi avoir choisi la présidence de la République? Écoutez, j'espère que le peuple sera derrière moi. J'espère que la jeunesse congolaise sera derrière moi. Et voilà, à part ça, personne d'autre. Et pourquoi la présidence de la République? Parce que j'ai eu la chance, durant ces différentes années, de côtoyer la classe politique congolaise. J'ai eu la chance de travailler avec certains d'entre eux. Et nous avons toujours été trahis. Donc, à un moment donné, on n'est mieux servi que par soi-même. Donc, après avoir mûrement réfléchi, je me suis dit, bon, autant ne pas compter sur les autres, compter que sur soi-même. Donc, il faut que je prenne mes responsabilités et que je m'engage. Et donc, c'est comme ça que j'ai décidé de présenter ma propre candidature. Parce que je me dis, nous avons fait confiance à un certain nombre de nos aînés, mais qui nous ont déçus. Donc, il faut qu'on se lance. Donc, je me lance. Voilà. Vous vous lancez. Alors, Rex Kazadi, la caution, tout le monde se pose la question, je ne sais pas, cette année, si c'est à combien, si c'est toujours à 100 000 $, c'est ça? Je pense. Hein? La caution, c'est 160 millions de francs congolais. 160 millions de francs congolais. Ok. Donc, voilà, c'est ça. Donc, aujourd'hui, 400 $, fait 1 million Oui, 400 $ fait 1 million de francs congolais. Donc, pour que les Congolais aient à peu près la valeur exacte, dites-nous en dollars, s'il vous plaît, c'est à combien? En dollars, aujourd'hui, logiquement, ça aurait dû être 63 000 $. Mais d'après ce que j'ai compris, pour les élections présidentielles, ils le font sur le taux de la banque. Et le taux de la banque, il est à 2000, ce qui nous ferait à peu près du 80 000 $ pour le dépôt de candidature. Est-ce que Rex Kazadi peut-il compter sur la diaspora congolaise? Parce que vous êtes de la diaspora congolaise. Et je vous dis, Rex Kazadi, sans me tromper, que la diaspora congolaise qui travaille dans les institutions ici, surtout à la présidence, je n'ai pas à mâcher les mots, ont beaucoup déçu. Est-ce que vous pensez que les Congolais auront encore confiance à quelqu'un de la diaspora? Je pense que les Congolais auront confiance en une personne qu'ils ont vu travailler. C'est-à-dire que je n'arrive pas de nulle part. Je n'ai pas été simplement dans la diaspora. J'ai été sur place au Congo et depuis des années. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je me dépense, que je me bats à l'intérieur du pays comme à l'extérieur. Le problème, ce n'est pas les Congolais de l'extérieur ou les Congolais de l'intérieur. Même à l'époque de Kabila, la plupart de ses conseillers ou la plupart de ses ministres avaient des maisons à l'extérieur du pays, avaient des femmes et des vies de famille à l'extérieur du pays, mais ils avaient quand même déçu. Donc je pense que ce n'est pas le lieu de résidence qui fait l'individu. Etienne Tshisekedi, que je soutenais à l'époque, qui a dû se retourner dans sa tombe vu ce qui est devenu son parti aujourd'hui, vivait à Kinshasa. Voilà, et il n'était pas d'accord, enfin il n'est pas comparable avec la classe politique qu'on a aujourd'hui. Donc je pense que c'est plus, faut regarder la qualité de l'individu et son parcours et ne pas se baser sur Congolais de l'extérieur ou Congolais de l'intérieur, quoique moi je dirais la vraie diaspora, c'est la diaspora qui aime le Congo. Nous avons ici des enfants qui se disent congolais alors qu'ils ont des nationalités étrangères, mais qui travaillent matin, midi, soir pour le Congo sans jamais rien demander. Donc c'est cette génération-là que moi je pense qu'ils peuvent véritablement être un trait d'union entre
les Congolais de l'extérieur et les Congolais de l'intérieur, et surtout pour développer notre pays, parce qu'ils ont la chance d'avoir été formés à l'étranger, et cette formation, ils doivent la mettre au service du pays et pas comme certains au service de leur propre famille. Rex Kazadi, c'est pas encore la campagne présidentielle, j'ai peur que le CESAC me sanctionne un peu, mais aujourd'hui nous savons que la plupart de ceux qui se sont déjà proclamés candidats à la présidence de la République, on est en train d'ouvrir les placards et en faire tomber des squelettes. Est-ce que Rex Kazadi n'a-t-il pas des squelettes dans son placard aujourd'hui? Est-ce que vous êtes clean en fait? Moi je suis claire, est-ce que vous êtes clean? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Voilà quoi, vous comprenez un peu. On ne veut pas découvrir que Rex Kazadi était ceci ou cela. Écoutez, les choses sont simples. Je suis de nationalité congolaise et mon casier judiciaire, jusqu'à preuve du contraire, au Congo est vierge. Bon, certains diront c'est un peu normal, j'ai passé une bonne partie de ma vie à l'étranger, mais ça reste une réalité. Je ne suis pas ce que j'ai fait ou j'ai pu faire à l'étranger ne peut pas nuire à au casier judiciaire congolais, puisque ce n'est pas comment dire, le casier judiciaire congolais ne prend pas les actes ou les faits délictuels commis dans les pays étrangers. Et puis je n'ai pas commis de crime type qui pourrait peut-être mettre sur mon casier judiciaire type crime contre l'humanité ou autre par rapport à des tribunaux comme la CPI. Donc non, j'ai un casier judiciaire vierge, j'ai pas de j'ai une entreprise au Congo avec des salariés congolais. Donc non, je n'ai absolument comment dire, aucun rien à cacher quoi. Je suis clean de chez clean. Merci, c'est toujours mieux. Est-ce que vous y allez en indépendant ou vous avez créé aussi votre parti politique, puisqu'en RDC, vous savez que depuis quelque temps, les partis politiques, eh ben, ça se crée, ça pousse comme des champignons. Est-ce que Rex Kazadi a-t-il un parti politique ou il navigue en solo? J'ai pas de parti politique, je navigue pas en solo, j'ai une équipe et des gens qui croient en moi. J'ai pas voulu prendre d'étiquette parce que je veux rassembler, je vais rassembler les gens sur mon programme. Je vais vous l'envoyer très prochainement, que j'ai travaillé sur, depuis ces quelques mois et tout, j'ai travaillé sur un programme, j'ai travaillé sur un projet. Je vous l'enverrai, vous allez pouvoir le voir et voir mes idées. J'ai développé un certain nombre d'idées pour le Congo de demain. J'ai développé un certain nombre d'idées si j'arrive aux affaires pour pouvoir développer mon pays et faire en sorte que le Congo avance, évolue. Et donc j'ai envie de défendre ces idées lors de ces élections. Donc pour ça, je veux rassembler un maximum de personnes autour de moi. Donc c'est sans parti politique, sans couleur, toute personne qui a envie de m'apporter son soutien, toute personne qui se reconnaît en mes idées ou toute personne qui pense que ces idées sont bonnes pour le Congo, qui peut totalement et absolument me rejoindre et me soutenir et faire en sorte que nous arrivons au bout et pouvoir mettre ça en œuvre pour un vrai changement, pas un changement utopique comme certains le promettent. Ok. Rex Kazadi, prenons maintenant l'actualité. Vous le savez, aujourd'hui, il y a à Goma la réunion de l'équipe technique consultative pour une solution au conflit qui oppose les rebelles du M23 au gouvernement congolais. D'ailleurs, Uhuru Kenyatta est là, Bemba Jean-Pierre, Mboussa Nyamwisi, Bintou Keïta et plusieurs autres délégations. Vous pensez que cette énième rencontre peut être une solution vraiment définitive à cette situation qui perdure depuis plus de 2 décennies dans l'Est de la République démocratique du Congo? Ben, vous avez attendu, je ne sais pas si vous avez suivi l'interview extraordinaire du chef de l'État, interviewé par sa propre porte-parole. Vous avez trouvé ça un peu cocasse, comme s'il n'y avait pas de journalistes dans le pays, peut-être comme vous, qui auraient pu lui causer quelques petits tracas. Il a préféré faire une communication propre avec son équipe de com, ce que je trouve ridicule. Lorsque vous avez des comptes à rendre au peuple congolais, il faut pas se cacher du peuple, faut vous exprimer. Moi, les questions que vous êtes en train de me poser, Madame Paulette, je ne les connais pas, mais je vous réponds
je vous réponds en direct parce que je n'ai absolument rien à cacher. Voilà, c'est comme ça que doivent fonctionner les personnes qui sont dans la vérité. Et malheureusement, j'avais l'impression que le chef de l'État était un observateur de la vie politique congolaise. J'avais l'impression que le chef de l'État était un opposant. Il fait des constats. Ça va pas, ça marche pas, il faut changer ça, etc. Je me suis posé la question, est-ce que c'est lui le chef de l'État? Parce que j'ai l'impression, lorsque je l'entends parler, c'est comme s'il il parlait de quelqu'un d'autre. Donc c'est très inquiétant. Au niveau de la sécurité, il nous a fait des annonces sans nous dire réellement, bah écoutez, il y a 10 000 soldats, que notre armée va monter en puissance, etc. Bon, l'armée ou la vie des êtres humains a besoin de concret. Voilà, notre armée, elle est prête quand? On a combien de militaires actuellement capables de combattre? Ils viennent constater au bout de 5 ans qu'il y avait des militaires qui étaient fatigués au combat parce que ça faisait un certain nombre de temps qu'ils étaient sur le front. Et ça, c'est c'est le boulot de l'état-major. Uhuru Kenyatta demande encore le dialogue entre les rebelles du M23 et le gouvernement congolais. Donc, les rebelles doivent tout d'abord se retirer des zones occupées. Donc, on nous demande un dialogue. Et pourtant, le chef de l'État, via aussi son porte-parole, disent niet à ce énième dialogue. Alors, comment on va trouver la solution cette fois-ci? Parce que l'EAC prône le dialogue. Le problème, c'est que l'EAC ne défend pas les intérêts du Congo. Elle défend les intérêts privés de leur groupe. Le véritable problème, c'est que c'est bien de rejeter. Si ces gens-là se permettent de nous dire de se mettre autour de la table et de négocier, c'est parce qu'ils savent que nous sommes dans l'incapacité de repousser ou de battre le M23. Sinon, ils ne le feront pas. Ils auraient dit au M23, mettez-vous autour de la table pour négocier avec le pouvoir, mais ils demandent au pouvoir parce qu'ils savent très bien que c'est pas le pouvoir qui va vaincre cette armée, cette milice. Et vous savez pourquoi? Ils savent que c'est pas notre armée parce que notre armée elle est faible, parce que notre armée n'est pas suffisamment équipée, parce que notre armée a perdu plusieurs fois face au M23. Vous voyez ce que je veux dire? Et le chef de l'État, malheureusement pour lui, il s'imagine que les Kenyans, que les Éthiopiens et les autres vont mourir pour les Congolais. Mais il est en train de rêver. Personne ne viendra se battre à notre place. Le président Macron lui a dit, depuis 1994, vous êtes responsable de votre propre destin. Personne ne viendra de la Lune pour combattre pour le peuple congolais. C'est à nous d'organiser notre armée. Nous sommes 100 millions de Congolais. Nous avons une jeunesse extrêmement vive. Nous sommes capables de réunir plus de 120 000 personnes dans un stade pour le concert de Ferregola ou pour le concert de Fali. Nous sommes capables, si nous le voulons, demain avec une mobilisation réelle et générale, d'avoir une armée de 150, 200, 300 000 hommes, si nous le voulons. Mais le vrai problème, si on arrive à avoir 300 000 hommes, comment on les équipe? Quelle arme on leur donne? Comment on les forme? Qui va les former? Avec quel équipement ils vont aller sur le front? Parce que ceux qui sont déjà sur le front se plaignent. Manque d'équipement de gilets pare-balles, manque de munitions, manque de capacité en tant que de blessés d'être évacués. Moi, je vous poserai la question en tant que journaliste. Est-ce que vous savez, depuis que cette guerre a commencé, combien on a perdu les militaires? On ne le sait pas. Nous ne connaissons même pas les chiffres de nos morts. On ne sait pas combien on a des militaires au combat. J'ai écouté dernièrement lors d'une interview un chef d'état-major qui disait que sur une armée de soi-disant 218 000 personnes, il y a presque 100 000 personnes qui sont à la retraite, dont on continue à payer. Et il y a une bonne partie qui sont dans l'administrative. Le reste, moins de 10 000 personnes sont des forces combattantes. Et sur les 10 000 personnes des forces combattantes, il y a 5 000 ou 6 000 qui s'occupent que de la sécurité du chef de l'État. Comment voulez-vous qu'un pays aussi grand que la RDC soit défendu avec moins de 4 000 ou 6 000 personnes? La réalité du Congo, elle est celle-là.
Les réalités du Congo, elle est celle-là. Et donc, pour répondre réellement à votre question, non, rien ne va changer. L'UAC ne va pas changer. Si Rex Kazadi devient président de la République, est-ce que vous allez sortir de l'EAC ou la réelle politique peut-être va vous surprendre? Peut-être que le président nous a dit que non, il ne peut pas sortir de l'EAC, il ne rompra pas les relations diplomatiques avec le Rwanda. Donc c'est peut-être la réelle politique. Quand on est dans l'opposition, on dit autre chose, mais quand on y entre, eh bien, on rencontre la vérité en fait. Peut-être que le président a compris que l'opposition, c'est pas la même chose que le pouvoir. Ça c'est sa faiblesse. Moi, je vous dirais, la politique, elle se construit par des hommes. C'est pas, il faut qu'on arrête de croire que la politique, c'est quelque chose de magique. Que oui, si tu arrives, c'est comme ça, c'est écrit d'avance, tu peux rien faire. Non, c'est faux. C'est totalement faux. C'est absolument et totalement faux. La politique, c'est la volonté des hommes à faire des choses. Si vous avez la volonté de le faire, personne sur cette planète vous empêchera. Vous en avez mboka na bino soki bolingi bosala bokosala mutu moko te empêcher bino bosala makambo na bino, ou c'est votre pays ou c'est pas votre pays, ou tu es le chef de l'État ou tu ne l'es pas. Donc moi, si je suis chef de l'État, si je deviens chef de l'État en République démocratique du Congo, évidemment qu'il n'y aura pas de EAC, évidemment il n'y aura plus aucun militaire étranger sur notre terre. Il y aura une mobilisation générale. Je mettrai tous les moyens de l'État parce que le problème numéro 1 au Congo, c'est la sécurité. On nous dit qu'on a 11 milliards, maintenant qu'on a 16 milliards. Écoutez, on mettra 3, 4, 5, 6, 7 milliards, même à mettre la moitié du budget national dans l'armée, dans la force de sécurité de notre pays. On va recruter, on va équiper. Nous sommes en train de le voir en Ukraine. C'est une leçon pour nous. L'Ukraine, c'est un petit pays, mais qui se sont organisés, qui se battent. Ils se forment. C'est pas des extraterrestres. Ce sont des êtres humains comme nous. Comment nous savons pas acheter un avion? Nous ne savons pas utiliser une arme à feu? Nous ne savons pas équiper notre armée? Qu'est-ce qui nous empêche de le faire? Et lorsque j'entends les experts militaires congolaises, beaucoup nous disent, nous avons des équipements. Alors si on a les équipements, pourquoi on a toujours ces défaites face à l'ennemi? C'est parce que, comme disait le général Maélé, et moi je le pense, si un problème de sécurité perdure, c'est que il doit y avoir dans ce problème peut-être des responsables de sécurité qui sont impliqués. C'est la seule raison que je peux avoir pour ne pas comprendre que la RDC soit incapable aussi longtemps, connaissant le problème, de se défendre et durant toutes ces années. Il n'y a pas de volonté politique. Aujourd'hui, c'est beauté en pouce que de dire que on ne peut pas, comment dire, parce que même à l'époque de Kabila, il y a eu un moment donné où il n'avait plus de rapport politique avec le Rwanda. Pourquoi lui, il est capable de le faire et Félix ne peut pas le faire? Il faut arrêter. Les histoires. Oui, nous prenons un autre dossier aussi qui est vraiment en train de brûler ici à Kinshasa. C'est les kidnappings, tout ça, le truc des organes là, voilà, percevoir les organes et tout ça. Mais voilà, c'est une question quand même. Vous êtes en Europe, à Paris, le prélèvement des organes, voilà le terme. Est-ce que c'est aussi facile, Rex Kazadi? C'est là où les remesses empoignent, comme on dit, le prélèvement des organes. Notre gouvernement nous dit que on ne peut pas le faire en RDC parce que cela demande vraiment une technologie assez poussée pour le faire. Est-ce que ça peut se faire en RDC à Kinshasa? Peut-on prélever les organes en RDC et le vendre ailleurs? Moi, je vais vous donner quelques chiffres. Chaque jour, j'ai bien dit, chaque jour, à Kinshasa, il y a 1500 morts. Ok. Donc, il y a des gens qui meurent qui font des AVC. Il y a des gens qui meurent après un accident de voiture. Il y a des gens qui meurent de mort naturelle dans leur sommeil, etc. La plupart de ces morts, ils ont des organes vitaux qui sont sains, qu'on peut réutiliser en don d'organes. Rien que ce chiffre vous dit que
un trafic d'organes n'est pas possible au Congo. N'est pas possible. Quel est l'intérêt de tuer des gens alors qu'on a ce qu'il faut à la morgue, quasiment gratuit? Mais là, on dit que pour que cet organe soit viable, il faut que la personne soit en mort cérébrale, soit vivant, non. ou en train de vivre, parce que l'organe doit vivre. Un mort, voilà, on ne peut pas prélever les organes à un mort, comme on dit. Donc, on prélève des organes, on prélève des organes que chez les morts. Ah bon? C'est pour ça que, ben oui, on ne prélève pas les organes chez quelqu'un vivant. Si on t'enlève le cœur, tu meurs. Donc on prélève les organes que chez les morts. Pas d'un cœur mort, Rex Kazadi. On a besoin d'un cœur vivant, pas d'un cœur mort. D'un rein vivant, pas d'un rein mort. On prend un cœur mort, et puis on le met dans un corps vivant et on le refait marcher. Ah bon, c'est comme ça que ça se passe? Je vais quand même demander à un médecin, parce que c'est là où ça pose problème, parce que les gens se posent la question, si on prélève ces organes chez un mort, comme vous le dites, ou mais lorsqu'on vous enlève le cœur, c'est très simple. Si vous coupez le cœur de quelqu'un, il meurt. Okay. Même si vous avez n'importe quelle technologie, si vous enlevez le cœur de quelqu'un, il meurt. La seule manière de garder les personnes en vie avec le cœur ouvert, c'est de mettre un certain nombre de machines qui vont faire fonctionner, qui vont prendre la place du cœur. Et c'est comme ça que la personne ne meurt pas. Okay. C'est tout. Si on n'a pas ces machines-là pour enlever le cœur, toute personne, s'il n'est pas sous une machine pour le maintenir en vie, elle meurt. Donc il n'y a pas d'intérêt de tuer quelqu'un pour récupérer son cœur. Et puis deuxièmement, beaucoup plus important que ça, il faut les organes ont un temps de vie. Exactement. Ça veut dire que pour mettre dans le corps de quelqu'un, il faut un temps assez rapide et que l'organe soit hyper bien conservé. Exactement. Est-ce qu'on a l'équipement adéquat? Il doit être mis dans une glacière avec des glaçons à une certaine température, etc., etc. Ici, en France, par exemple, il y a des sociétés de transport d'organes. Elles ne font que ça. Mais ce sont des sociétés qui ont, comme les ambulances, comme les policiers, des autorisations. On les appelle des urgences organes. Ce sont des autorisations pour pouvoir éviter les embouteillages, passer dans les feux rouges, etc., etc. Mais c'est ça, Rex Kazadi. Pourquoi? Est-ce qu'on a cet équipement à Kinshasa, en RDC? Est-ce qu'on a tout ça en RDC? On n'a pas Bien tout sûr ça que en non. RDC. Et puis, vous prenez un organe, admettons par exemple, vous récupérez un organe à la morgue, un cœur, quelqu'un qui vient d'arriver, il a fait un accident de voiture, il a perdu la tête. Mais le corps est encore chaud. Allez, on l'ouvre le corps, on lui prend le cœur, on le met dans une glacière. Une glacière au Congo, maximum 30-40 minutes, il n'y a plus de glace. On fait comment? Il fait 30 ou 40 degrés tous les jours. Après, vous faites quoi? Vous transplantez la personne directement sur place ou vous vendez ses organes dans un pays étranger. Un pays étranger, c'est quel pays? Vous montez dans l'avion, ça y est, avant que vous arriviez à destination, ne serait-ce que à Bruxelles ou à Paris, l'organe est mort. C'est fini. Vous comprenez ce que je veux dire? L'organe est mort. Avant même de prendre l'avion, l'organe est mort. Donc, ce n'est pas possible. Il y a des gens, la personne qui a parlé de trafic d'organes, elle doit prouver ce qu'elle dit. Et à qui profiterait le trafic? C'est ça, maintenant, c'est ça. À qui profite achète ces organes? Toute cette mais qui achète ces organes? Psychose, parce que ils veulent nous faire croire c'est qui? C'est les Occidentaux? Il y a une psychose terrible à Kinshasa, les enlèvements, tout ça. Il y a une psychose terrible. À qui profite les enlèvements? Les enlèvements, ça a toujours existé. Les voleurs, les voyous, les brigands, il y en a toujours eu. Donc il faut que la justice continue à sévir et qu'on puisse les arrêter. Et puis deuxièmement, il y a un vrai dysfonctionnement au niveau de la justice. C'est pour ça que moi je demanderais une audite de cette justice qui est dysfonctionnelle et envoyer un certain nombre de magistrats et de juges en prison. Parce qu'on a vu lors de ce procès des criminels, des assassins, des gens qui avaient déjà tué d'autres personnes, se retrouver dans la même affaire et de continuer à causer des méfaits parce qu'ils avaient payé 500 balles ou 750 dollars et pour libérer des individus. Ça c'est un scandale parce qu'ils sont. Mais le président l'a reconnu, Rex Kazadi. Ces juges-là sont responsables de la mort et des kidnappings de ces gens. C'est la responsable de ces juges-là. Et donc l'État congolais aurait dû condamner ces juges.
aurait dû arrêter ces juges. Lorsqu'on t'arrête, on te demande quel est le juge. On doit savoir tu as été libéré, ok. On voit dans la prison quel est le registre de libération, quelle est la date de libération, parce que tout se fait par écrit. Oui, tel juge, monsieur le juge, pourquoi vous l'avez libéré alors qu'il était condamné à 20 ans? Oui, on vient, on l'arrête. On le prend, on le juge lui et on l'envoie en tôle. C'est comme ça qu'on doit fonctionner. Mais nous avons notre chef de l'État actuel qui nous dit qu'il est dépassé par la justice. Que la justice, il ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Moi, je comprends pas pourquoi lui, il est chef de l'État, puisqu'il n'arrive même pas. Il n'arrive même pas à faire fonctionner la justice. Il a oublié qu'il était le garant du bon fonctionnement des institutions de l'État. Il est dépassé. Il est dépassé. Donc non, il y a une psychose réelle, mais il faut expliquer aux Congolais que non, on n'a pas besoin de vous enlever les reins, ça ne sert à rien. Et ça, personne ne va les acheter parce que on a déjà des reins et des cœurs gratuits à la morgue. Gratuits. Tous les jours, on a 1500 personnes qui meurent au Congo. Donc s'il y avait un trafic, ça se passera beaucoup plus avec les morts. C'est plus rentable que d'agresser, de tuer les gens. Parce que quand tu vas te faire arrêter ou tu peux te faire tuer. Alors que tu vas à la morgue, tu les as gratuitement quasiment, parce qu'il y a dans certaines morgues où on prend on ouvre les ventres des défunts et on prend les organes, on les met à la poubelle. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous pouvez avoir tous les organes, les reins, les machins gratuits. Donc quel est le besoin d'aller tuer? Il n'y a pas besoin de tuer des gens. Le dernier dossier, c'est le jeu de la francophonie. Je sais qu'à Paris, en 2024, si je ne me trompe pas, il y aura les Jeux olympiques, hein, si je ne me trompe pas. Hein. C'est ça, hein? Oui, oui. Ce sera les Jeux olympiques à Paris en 2024. Chez nous, d'ici quelques semaines, il y aura les Jeux de la francophonie. Rex Kazadi, il y a déjà quelques pays francophones qui ont désisté, on le sait. Et ici, à Kinshasa, on dit, ben, tant pis s'ils ne viennent pas. Mais quel est l'impact de ces désistements sur le plan international, Rex Kazadi? Mais c'est un désaveu. Ça montre notre manque de sérieux et le manque de considération que les autres ont pour nous. La France, le premier pays francophone, c'est lui qui a incité les Congolais à dépenser tous ces millions. Parce que vous savez ce qu'on ne vous dit pas, c'est que c'est le Congo qui paye. Pour cet événement, c'est le Congo qui a payé. Les infrastructures, c'est le Congo qui a payé. On est déjà un pays pauvre où les gens meurent de faim, où les gens sont tués matin, midi, soir, où on a des réfugiés à l'intérieur du pays. On ne trouve rien de mieux à faire comme priorité que de dépenser de l'argent à construire des gymnases, etc., etc. Et en plus, on veut organiser un événement alors qu'on n'est pas prêt. On est ridicule. Le Congo a été ridiculisé. La France ne sera pas là, le Canada ne sera pas là, etc., etc. Un certain nombre de pays, ce sont des îles. La Belgique ne sera pas là. Donc on fait cette francophonie. Non, autant dire que faisons la francophonie du Congo. Comme ça, t'as dit Babé Tabal contre Ban Goujoumaï. Ya Kinsensu Babé-Tabal contre Bana Yalimba, ça aura au moins un certain impact, mais qu'on nous dise pas que les Jeux de la francophonie et qu'il fallait mettre des millions et des millions pour un résultat aussi médiocre que celui que nous avons. Et moi, je comprends les pays qui veulent pas venir. Voilà, nous sommes en train d'atterrir. Rex Kazadi, quel est le résumé de votre message que vous avez partagé aujourd'hui? Parce que je vous l'annonce, hein, il est candidat à l'élection présidentielle et Mozito aussi, hein, je le pense, il vient de le dire tout à l'heure, qu'il va enfin, il a pris une option pragmatique, il va enfin envoyer la liste de gens de son parti. Quel est le message clé de votre annonce, Rex Kazadi? Et nous allons nous séparer par ça. Le message clé de mon annonce, c'est que Ekoki est si là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. On a trop subi. Il y a un moment donné où les Congolais doivent dire stop. On ne peut pas continuer à se laisser diriger par une classe politique corrompue, par des gens qui font des promesses et qui dépensent l'argent de l'État comme si c'était de l'argent magique, sans compter la destination de ces fonds. On ne peut pas accepter que les gens, alors qu'on a des morts dans notre pays, fêtent leur anniversaire avec les Wenge Musica, mangent des gâteaux et du champagne.
pendant que le peuple congolais manque d'eau. Ça doit s'arrêter. Ça doit finir, et je pense que ma candidature, et ça sera cette candidature, ça sera la candidature de la rupture, ça sera la candidature du parler vrai. Je n'ai pas entendu sur toutes les personnes qui se disent candidats à la présidentielle, tous ceux qui se sont déjà annoncés un discours cohérent, un discours que le peuple entend. Donc moi j'amène ce discours-là, j'amène cette voix-là, la voix du peuple et la voix de la jeunesse congolaise. Merci Rex Kazadi, merci d'avoir été avec nous dans La Voix de la Diaspora. Rex Kazadi est à Paris, en France. En tout cas, courage pour votre participation. Il a annoncé sa candidature à la présidence de la République, en République démocratique du Congo. Les élections, c'est dans quelques mois, au mois de décembre, si on respecte le calendrier promulgué par la CENI. Donc, bonne chance à vous, Rex Kazadi, et nous allons nous retrouver très bientôt. Avec Rex, j'espère, ici à Kinshasa. Merci, oui, très bientôt, d'ici quelques semaines. Merci. Merci de l'invitation. Merci, je vous en prie. Et bye bye.